Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission C'est dans la boîte, une émission exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est réalisée conjointement avec l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Et ensuite, parce que contrairement aux autres émissions, cette fois-ci, on va se focaliser sur une seule thématique, à savoir la taxation sur les plus-values, qui, comme vous le savez, est de 10% depuis janvier 2026. C'est une nouveauté en Belgique, donc c'est une activité brûlante. Et alors, pour en parler, justement, grâce à l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, nous avons le plaisir d'avoir ici au studio, à mes côtés, honorable. Je démarre par Laurence Pinte. Bonjour. Bonjour Amit. Alors vous êtes fiscaliste responsable de la fiscalité dans la banque ING, donc ce sera important parce que je pense que les banques et les intermédiaires financiers ont un rôle à jouer très important par rapport notamment au recouvrement de cette taxe sur les plus-values. Et puis un vieil ami, si je puis dire, Thierry Litani, avocat fiscaliste bien connu. Et alors on a au moins un point en commun, c'est qu'on est deux passionnés du meilleur dialoguiste du cinéma français, à savoir Michel Audiard. Alors l'avantage de Thierry, c'est que lui, il arrive à citer Michel Audiard, y compris dans ses séquences ou dans ses formations fiscales. Je ne sais pas s'il pourra le faire au cours de cette émission. On verra. C'est un défi que je lui donne en filigrane. Alors je démarre avec vous, Laurence. Première question peut-être évidente, mais il faut quand même la rappeler. Pourquoi cette taxation sur les plus-values? C'était une des rares taxes qu'on n'avait pas en Belgique, parce que pour le reste, on est plutôt gâtés dans le mauvais sens du terme. Et c'est quoi? C'est des raisons budgétaires? C'est des raisons idéologiques? Alors, la taxe, elle était dès le début sur la table de la formation du gouvernement. Et en fait, sans doute que deux intérêts se sont rencontrés. La réalité, c'est que le but de la taxe et la façon dont elle va être évaluée, c'est le rendement budgétaire. Clairement, c'est l'assainissement des finances publiques et c'est l'idée, en tout cas conceptuelle, de diminuer la fiscalité sur le travail en augmentant la fiscalité sur le capital. Ça, c'est budgétaire, le rendement. Après, comme toujours... On parlait de 500 millions, je crois. Oui, en vitesse de croisière. Pas tout de suite, heureusement d'ailleurs. Sinon, on risque d'être très déçus. Mais clairement, idéologiquement, forcément, vu la coalition gouvernementale, elle permettait aussi de faire passer d'autres éléments. Ok, donc surtout une raison budgétaire. Oui. Je regarde Thierry Litani en tant qu'avocat. Alors vous êtes un pessimiste devant l'éternel. Les 500 millions, même en vitesse de croisière, vous n'y croyez pas, je pense. Mais je ne suis pas le seul à être pessimiste. La Cour des comptes l'est encore plus que moi. Et donc je pense effectivement que les rendements ne seront vraisemblablement pas là. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. De l'argent, ça va en rapporter, ça c'est sûr et certain. Mais entre les surcoûts pour les banques, les surcoûts pour les contribuables et la charge de travail que ça va engendrer, plus tous les litiges et le coût du contentieux fiscal qu'à mon avis cette taxe va engendrer aussi, je ne suis pas certain que sur le plan macroéconomique, le rendement soit vraiment là. Ok, donc effectivement pas très pessimiste, optimiste par rapport, je dirais, à ce que pense le gouvernement. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez bizarre. On est au mois de mars au moment où on enregistre cette émission et on sait que les plus-values vont être taxées de 10%, mais on n'a pas de loi. Comment est-ce possible? Oui, alors c'est vrai que le projet est toujours pendant à la Chambre, donc la loi n'est pas là. Et c'est vrai aussi, et ce sera très probablement comme ça, que toutes les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 seront taxables. Alors là, on rentre dans la technique fiscale. À l'impôt des personnes physiques, en fait, le législateur a jusqu'à la fin de l'année pour taxer les revenus de l'année précédente en cours. Donc il n'y a pas de problème fondamental de rétroactivité. Il y a bien une rétroactivité économique, mais juridiquement, ça ne pose pas de problème. En revanche, et ça c'est important de le retenir, pour le précompte mobilier, c'est-à-dire la retenue à la source de la taxe, ça, tant qu'il n'y a pas de loi, pas de précompte à la source. C'est pour ça que les banques, aujourd'hui, ne retiennent pas le précompte mobilier sur les plus-values qui sont réalisées. Ça, il faudra attendre que la loi soit en vigueur et qu'elle soit, selon la date prévue aujourd'hui, on sera au 1er juin. Alors Thierry, je vous regarde parce que j'écoutais je lisais un certain nombre d'experts comme vous, comme Laurence, qui ont aussi des doutes sur la portée de cette taxation sur les plus-values de 10%, dans le sens où c'est comme ça qu'on l'a présenté en tout cas à la presse et je dirais au grand public, l'idée c'est de rétablir un petit peu une forme d'équité fiscale. Et quand j'écoute certains experts, on a l'impression que ça ne va pas toucher les épaules les plus larges, comme on le disait, parce qu'ils sont plutôt immobiles, ils n'ont pas besoin de vendre leurs actions, ils restent dessus, si je puis dire, pendant plusieurs années. Au final, on va toucher plutôt la classe moyenne. On va toucher les plus fragiles, les moins mobiles, dans la mesure où les épaules les plus larges, les grandes fortunes, vous savez, on ne se délocalise pas pour 1 million d'euros.
on peut certainement y penser dès le moment où on en a 50. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est que le patron d'un gros groupe qui vide ses dividendes, il ne va pas vendre ses actions. Et donc, quelque part, cette taxe ne le frappera pas, ne le touchera pas. En tout cas, nombre d'entre eux. Et ceux qui, justement, envisageraient de réaliser de très grosses plus-values dans ce cadre-là, ils partiront avant. Comme beaucoup de Français que nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir, ont fait... Et qui sont en train de partir vers l'Italie, voilà. Me dit-on. Et qui, effectivement, sont en partance pour l'Italie, Dubaï n'ayant pas fort bonne presse ces jours-ci. Et effectivement, je confirme que selon certaines banques spécialisées dans la gestion de fortune, il y a pas mal de transhumance vers l'Italie, effectivement. Oui. Vers le nord de l'Italie, Milan, visiblement. Oui. Alors, je vous regarde, Laurence. Concrètement, cette taxe, elle porte uniquement sur les actions ou sur tous les produits financiers? Je rappelle qu'elle est de 10%. Oui, alors, très clairement, le scope de la taxe, en termes de type de produits financiers, est extrêmement large. Pour être très honnête, il n'y a plus de produits financiers il n'y a pas de produits financiers qui échappent à la taxe. Donc, de ce côté-là, la base, elle est extrêmement large, puisque c'est tous les produits financiers, j'ai envie de dire bancaires, qui sont sur les comptes titres, actions, obligations, produits structurés, les ETF, les SICAF, tout ça, in scope. Produits d'assurance, sauf tout ce qui concerne l'épargne pension, in scope. Et alors, il y a également les cryptos, les devises et l'or d'investissement, qui sont deux produits in scope, mais pour lesquels il n'y aura pas de retenue à la source. Mais donc, en termes de scope et de produits visés, je pense que le législateur ratisse extrêmement large. Alors, jusqu'à présent, on ne touchait pas les cryptos. On connaît tous l'un ou l'autre amateurs de cryptos. Et ce que j'entends de temps en temps, certains qui me disent moi, tant que je n'ai pas converti mes cryptos en euros, je ne suis pas concerné par cette taxe. Est-ce que c'est juste, Thierry ? Pas forcément. Disons que la conversion, effectivement, si par exemple je détiens un portefeuille en Bitcoin, je n'y touche pas. Mais en soi, je ne deviens pas un sujet de la taxe. Si par contre je les convertissais en euros ou en Ethereum ou dans un autre crypto, là oui. Mais et d'autre part, les investisseurs en crypto-monnaie risquent d'être rattrapés par d'autres éléments de la fiscalité. Le plus important, c'est que cette année-ci, pour la première fois, les plateformes de commerce de crypto-monnaie vont transmettre les données qui sont en leur possession aux différents États qui pratiquent l'échange d'informations. Ça, c'est obligatoire pour les cryptos. Ce qui veut dire que, comme nous avons les accords d'échange automatique d'informations avec environ 120 pays dans le monde, ça veut dire que tous les gens qui pensent détenir des portefeuilles en crypto-monnaie dans des endroits extrêmement discrets et de manière extrêmement discrète, ça va apparaître automatiquement dans ce qu'on appelle leur fiche CRS, Common Reporting Standard, c'est-à-dire la fiche où l'administration fiscale, dans leur dossier informatique à eux, stocke tout ce qu'elle reçoit de l'étranger. Ce sera dedans, ça ne demande plus qu'à être utilisé éventuellement avec l'aide de l'intelligence artificielle pour des demandes de renseignements. Et donc même celui qui détiendrait des avoirs en crypto et qui pense n'être concerné par rien peut être concerné par une demande de renseignement de l'administration fiscale qui par exemple peut porter bien entendu sur les opérations non pas de cette année-ci mais des opérations des 3 voire des 7 dernières années. Alors je sais que les grandes banques en général, elles ne sont pas là pour vendre de l'or, mais enfin on voit que l'or marche bien, on voit le cours. Au moment où on enregistre cette émission, il était autour de 5 400 $. Beaucoup de gens se frottent les mains, mais là aussi, ils vont devoir passer au tiroir caisse, Laurence ? Oui, alors tout ce qui est... Alors pas les bijoux, les bijoux de famille, pas, mais tout ce qui est hors d'investissement de point de vue matériel est effectivement dans le scope de la taxe. Un élément qu'on n'a pas encore mis sur le tapis par rapport à tout ça, c'est que la taxe frappe l'accroissement de valeur réalisé. Il faut vendre, mais avec une valeur de départ qui est celle du 1er janvier 2026. La fameuse photo du 31 décembre 2025. Donc en ce qui concerne l'or, ce qui sera taxé, c'est la différence entre le prix quand on vend et la valeur au 31 du 12 2025. Donc on ne va pas retourner des années et des années en arrière, c'est cette partie-là. Mais pour l'or, évidemment, il faut se ménager des preuves qu'on avait bien cet or-là à ce moment-là, etc. Là, les banques n'interviennent plus. Les banques n'interviennent pas. Donc c'est vraiment la personne physique elle-même qui doit se débrouiller. Oui. Ça va être la personne physique qui va devoir déclarer elle-même dans sa déclaration fiscale la plus-value au moment où elle cède son or. Mais elle va devoir se débrouiller, effectivement.
Alors, on va essayer de trouver des choses positives dans cette taxation sur les plus-values. Je regarde Thierry avec un air désespéré. Je me dis, est-ce qu'il y a quand même des choses positives? Le gouvernement a prévu des abattements ou des franchises pour, on va appeler ça la petite épargne, si je puis dire. Disons, faisons mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un mécanisme permettant de revendiquer une exonération à concurrence de 10 000 € par an, par personne, avec un mécanisme assez compliqué de report d'une partie de cette exonération qui peut aller jusqu'à 15 000 € par personne, pour peu qu'on n'ait rien vendu pendant 5 ans. Et par personne, ça veut dire que si on a un compte ouvert au nom de monsieur et madame, chacun peut revendiquer son exonération. Donc la taxation n'est pas systématique. Il faut reconnaître que ça, c'est quand même, disons, ça n'est que justice. Mais relevons-le quand même, à savoir que le tout petit épargnant qui réaliserait de manière relativement exceptionnelle des plus-values de manière relativement réduite, par la taxe, pourra échapper à la taxation, ou plutôt ne sera soumis à la taxation que dès le moment où il dépassera ce seuil d'abattement. Ça, c'est le raisonnement général. Vous, à la banque, vous êtes une vigie, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que ce sera le cas d'après vous? Alors, si on regarde le rôle des banques, donc cette exonération de 10 000 €, ce sera toujours via la déclaration fiscale. Oui. Donc la réalité, c'est que lorsque la banque prélève l'impôt, c'est-à-dire lorsque le client n'a pas demandé de ne pas le prélever, on peut y revenir. Ça s'appelle l'opt-out. Donc par défaut, si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, la banque va prélever l'impôt sur toutes les plus-values réalisées. Ah, c'est important. Je dois prévenir la banque que je ne veux pas m'en occuper moi-même. Tout à fait. Donc, pourquoi? Ça, c'est aussi très important, parce que si le client a choisi l'opt-out, alors la banque a l'obligation de faire un reporting fiscal complet aux autorités fiscales sur les comptes en question et les plus-values réalisées. Donc, en fait, le choix, c'est soit la banque retient, soit si elle ne retient pas, elle communique à l'administration fiscale. D'accord? Alors, si le client n'a pas fait l'opt-out sur un compte, l'opt-out va valoir par compte, alors la banque retient à partir du premier euro de plus-value. Et les 10 000 €, pour obtenir l'exemption, il faudra déclarer suffisamment de plus-value, donc au moins 10 000 € de plus-value, pour pouvoir obtenir alors le remboursement des 10% correspondant aux 10 000 €, à savoir les 1 000 €. Donc, il y a peut-être des gens qui vont être étonnés au début parce qu'ils vont dire « oui, mais je n'ai fait que 1 000 € de plus-value ». S'ils n'ont pas fait l'opt-out, alors la taxe aura été retenue à charge pour eux d'aller récupérer dans leur déclaration, de faire valoir les fameux 10 000 €. Et alors Thierry, voilà, on va dire que vous êtes neutre, vu que vous êtes avocat, pour quelqu'un qui est relativement, alors que veut dire relativement, actif en bourse, est-ce qu'il vaut mieux qu'il opte pour une déclaration, il le fait comme un grand ou elle le fait comme un grand, ou passer par une banque? Et quels sont les dangers des uns et des autres? Personnellement, ce que je suggère à mes clients, c'est d'abord de faire un peu d'introspection, à savoir quelle a été mon activité bancaire et est-ce que j'ai un intérêt ou non à me dévoiler, à me livrer. Parce que finalement, c'est ça la problématique. Moi, je suis un chaud partisan est-ce que je suis frénétique dans les achats-ventes ou est-ce que c'est de temps en temps? Oui, c'est ça. Parce que par exemple, celui qui aurait été extrêmement frénétique dans les achats-ventes, mais il va de soi que si il dit à sa banque, OK, opt-out, d'abord, il sait que sa banque va de toute façon aller rapporter. C'est pas beau de rapporter, mais c'est légal et c'est obligatoire. On ne peut pas en vouloir à la banque. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'administration sera informée, quoi qu'il advienne. Et d'un autre côté, s'il demande l'opt-out, il a, lui, cette obligation légale, à ce moment-là, de mentionner ça dans sa déclaration. Autrement dit, mentionner ça dans sa déclaration ou rester, je dirais, masqué dans le... discret dans, je dirais, dans la béatitude du caractère libératoire de la retenue de précompte, c'est quelque chose qui doit s'analyser au cas par cas, mais dans un certain nombre de cas, on sait que l'activité antérieure
peut être problématique, et que dans ce cas-là, je dis à mes clients, on va peut-être bien réfléchir avant d'aller chercher cette exonération de 10 000 euros, c'est-à-dire ces 1 000 euros d'avantage fiscal au maximum. Ce sont peut-être dans un certain nombre de cas 1 000 euros qui pourraient coûter beaucoup plus que ça. Ok, parce que le regard du fisc. Alors ça, c'est pour la taxation des plus-values. La bourse, on le sait, il y a des hauts et des bas, et quand il y a des bas, ils peuvent être d'ailleurs assez mortels. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai des moins-values ? J'imagine que le gouvernement a prévu que je puisse au moins, rassurez-moi, déduire les moins-values. Oui, alors là, ici, à nouveau, il faut distinguer ce qui est taxable et puis les modalités de perception. Au niveau de ce qui est taxable, effectivement, les moins-values réalisées, alors pas les historiques, mais les moins-values à partir du 1er janvier 2026, les moins-values réalisées sont déductibles la même année. Donc, pas de report. Donc, il va falloir gérer un portefeuille. Si je fais une grosse moins-value sur une position en 2026, si je veux optimaliser la situation, il faudrait que je fasse une plus-value au moins du même montant. Sinon, c'est perdu. D'accord ? Maintenant, en termes de perception, de nouveau, la banque doit retenir l'impôt si, sauf opt-out, elle retient l'impôt sur les plus-values. Elle ne tient pas compte des moins-values. Donc c'est la deuxième raison. Parce qu'elle ne veut pas ou parce que le Parce qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Non, non. Donc la réalité, c'est la deuxième raison pour laquelle il faudrait passer par la déclaration fiscale pour tout ou uniquement pour régulariser l'impôt par la suite. C'est les fameux 10 000 euros et aussi la déduction des moins-values. Parce que la déduction des moins-values ne peut se faire que via la déclaration fiscale et pas à la source au niveau des banques. Thierry, je reviens vers vous. Déduire ces moins-values, ça pourrait arriver à l'esprit de quelqu'un, surtout si l'année boursière est mauvaise. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est une bonne idée, sauf si, effectivement, déduire ces moins-values, ça veut dire déclarer des plus-values, ça veut dire identifier des plus-values, et ça veut dire s'exposer à un risque de questionnement sur ces plus-values, et donc sur son activité financière, bancaire, crypto-monétaire antérieure. C'est-à-dire, en fait, ce que vous êtes en train de dire de manière subliminale, Thierry, c'est qu'on va peut-être remarquer que vous ne gérez pas votre portefeuille en bon père de famille et que vous êtes un peu trop frénétique. Est-ce qu'on pourrait imaginer même qu'on considère que vous spéculez et donc ce serait peut-être pas le même taux ? C'est ça que vous voulez dire ? Mais c'est-à-dire que quand je dois expliquer ça à un public d'étudiants ou d'experts comptables, et puisque nous avons tous les deux les références cinématographiques, je leur parle de Cheval, Daniel Prévost dans Le Dîner de cons, le plus célèbre contrôleur fiscal du cinéma français qui, en visite chez cet éditeur parisien, dit on va quand même venir vérifier tout ça, monsieur Pignan. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, parce qu'effectivement, c'est le fil qui dépasse de la pelote de laine. Et l'administration a parfaitement le droit de dire ah, vous avez fait ça, donc vous aviez un compte. Donc on va un peu vérifier tout ça, monsieur Pignan. Tout simplement. Il a réussi son défi. Il a pu. Alors, c'était pas du haut diable, mais pas encore. Alors là, on parle, je dirais, du citoyen normal, etc. Qu'en est-il, puisque vous occupez aussi bien des personnes physiques que de sociétés, Laurence, chez ING, qu'en est-il de l'entrepreneur qui, lui, a une participation importante dans son entreprise et qui serait amené à vendre pour telle ou telle raison ? Là aussi, il y a taxation sur les plus-values ? Alors, c'est un autre régime. Oui. Donc, l'entrepreneur au sens de cette taxe, c'est celui qui a plus de 20% de participation. Donc voilà, il y a un seuil 20% tout seul, pas avec les enfants. Quand on a plus de 20% de participation dans une société, alors on peut rentrer dans le régime des participations substantielles. Et ça, c'est un régime qui se distingue d'abord par son tarif, surtout d'ailleurs par son tarif, puisqu'on commence à 1,25 et on arrive à 10% quand on a une plus-value de 10 millions. Alors si on fait une moyenne, on s'est amusé à calculer un taux effectif d'imposition, vous faites une plus-value de 10 millions d'euros, vous avez une taxation entre 3 et 4% en taux moyen d'imposition. Et l'autre différence, c'est qu'au lieu d'avoir les 10 000 euros, vous avez 1 million d'exemption. Donc le premier, si vous rentrez dans le régime des entrepreneurs, vous faites une plus-value de 500 000 euros, pas taxée. Donc vous avez votre seuil est de 1 million. Et puis le tarif, il est largement plus sympathique, puisque vous ne commencez pas à 10%, vous commencez à 1,25, 2,50, 7,50, jusqu'à 10% à partir de 10 millions. Est-ce que vous êtes en contact permanent avec des clients qui sont aussi entrepreneurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui les rend un peu nerveux, cette taxation ?
Alors c'est toujours la même chose, hein. Le problème fondamental, c'est la stabilité et la confiance des contribuables dans le système fiscal. Et la réalité, c'est que le taux pour les entrepreneurs tel qu'il existe aujourd'hui, je pense que grosso modo, mais je n'ai pas de données statistiques, c'est quelque chose de relativement acceptable. Mais la peur, et ça vaut d'ailleurs pour l'investisseur les 10% comme pour l'entrepreneur, c'est que ce ne soit qu'un début. Et donc c'est là où on a passé un cap, c'est qu'on n'avait pas de taxation, maintenant on a une taxation et tout le monde sait que quand on a des taux, c'est facile par la suite de changer le taux. Et ceux qui réagissent, donc aujourd'hui je pense que c'est plus ou moins OK, mais la peur c'est oui mais et ça va être quoi au prochain contrôle budgétaire et ça va être quoi avec le prochain gouvernement. Donc ça, c'est l'élément, à mon avis, extrêmement important. Bonne question que je posais à Thierry. Il regarde sa boule de cristal. On va rester aux 10%. En Belgique, on aime, dès qu'un taux est imposé ou fixé, il a tendance à monter quand même. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a tendance à prendre le contribuable et notamment l'investisseur pour un canard sauvage. Et on ne va pas arrêter de les tirer, les canards sauvages. Et 2 exemples. Premier exemple, il y a quelques années, une quinzaine d'années, quand le taux du précompte mobilier sur le boni de liquidation est passé de 0, il était de 0 en cas de liquidation d'une société pendant plusieurs générations. Et puis il est passé, on l'a soumis à une taxation. On a commencé par 10%. Ça n'est pas resté 10% longtemps. C'est très rapidement passé à 25, 27 et 30. Et donc, il y a un précédent, et c'est toujours la même chose. Le législateur fiscal belge sait très bien que quand on veut faire passer une pilule plutôt amère, eh bien, on fait passer un principe difficile avec un taux qui, au départ, ne fait pas tellement peur. Ouais. Et le deuxième exemple, c'est simplement qu'un grand responsable d'un parti de gauche... Paul Magnette, pour ne pas le citer. Paul Magnette, pour ne pas le citer, a dit si un jour moi je reviens au Magnette sans mauvais jeu de mots, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Votre truc, ça m'arrange très bien parce que le principe il est coulé dans la loi, j'ai plus qu'à travailler sur le taux. Et donc c'est presque inscrit dans les astres. Alors, on a parlé du taux qui est susceptible d'augmenter, on a parlé des entrepreneurs, on a parlé évidemment des personnes physiques qui sont la majorité de ceux qui nous regardent en ce moment. Revenons aussi vers quelque chose qui concerne les personnes physiques et plus de gens qu'on l'imagine. Le Belge n'aime pas trop payer d'impôts, notamment sur les droits de succession, et donc il essaye de léguer des biens mobiliers, immobiliers avec des techniques qui existent, droits de donation, etc. Et on peut se retrouver à un certain âge nu propriétaire d'un certain nombre de biens. Et alors j'ai cru comprendre que même si ce sont les enfants qui bénéficient, qui sont usufruitiers, qui bénéficient, c'est moi, par exemple, le père, qui va me retrouver taxé? Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous faites une donation ou si vous décédez et qu'il y a transfert du patrimoine, on est dans des transferts à titre gratuit. Il n'y a pas de prix. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est très important, la taxe n'est pas due. Donc, autrement dit, le transfert se fait en pleine continuité. On passe de A à B en continuité, mais la valeur historique des titres reste la même. Donc ça veut dire c'est que quand les héritiers, eux, vont réaliser la plus-value, on va aller rechercher la valeur d'acquisition, la valeur dans le chef du papa, dans le chef de ceux qui ont donné. Ce qui veut dire c'est qu'en réalité, il y a une espèce de latence fiscale qui passe à la génération suivante. Donc ça va, mais j'ai envie de dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a pas de taxes payées, mais vous n'avez pas de step-up, comme on dit, dans la valeur d'acquisition des titres. Ce qui est plus compliqué dans toutes ces opérations de transfert de patrimoine, c'est tout ce qui concerne les sorties d'indivision. Vous héritez avec vos frères et sœurs, ou vos parents plutôt font une donation avec vos frères et sœurs, et puis il faut sortir d'indivision. À ce moment-là, mais ça devient fort technique, il peut y avoir la débition de la taxe, même si vous n'avez pas vendu. Ce qui est évidemment embêtant, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de cash, et donc là, on est dans des situations relativement complexes. Toutes ces problématiques-là, elles doivent être examinées avec attention avant de faire quoi que ce soit. Alors, on l'a dit, vous travaillez dans une banque ING, pour ne pas la citer. Est-ce que vous constatez, ou pas encore, des changements de comportement de la part des investisseurs, de la manière dont ils composent leur portefeuille? Est-ce que la fiscalité est en train de les forcer à aller à gauche ou à droite, sans jeu de mots politique? Alors, il y a un élément qui est
objectivement central dans le débat, c'est que effectivement, comme on l'a dit, si vous avez un portefeuille avec 10 lignes, eh bien, vous devez gérer les plus-values et les moins-values pour qu'elles tombent la même année et idéalement qu'elles se compensent. Ça, c'est la difficulté du jeu. Si maintenant vous investissez dans une SICAF, dans un fonds qui, elle, investit dans les 10 lignes, alors vous restez au niveau de la SICAF, vous ne faites rien et tout se compense en dessous tout seul. Donc pour répondre à votre question, clairement, les fonds présentent un avantage de facilité dans la gestion par rapport aux lignes directes. Alors de nouveau, tout dépend de ce que veut l'investisseur, mais clairement, si vous investissez dans un fonds, il y a beaucoup moins de suivi à faire, puisque tout se passe en dessous. Et donc là, la taxe n'est pas due. Donc là, vous payerez la taxe le jour où vous sortez du fonds. Mais tant que vous ne sortez pas du fonds, il ne se passe rien, vous ne payez rien. Alors, on arrive malheureusement au terme de cette émission, comme quoi les 26 minutes, même en parlant de fiscalité, peuvent aller très vite, mais il faut dire que le sujet est passionnant. Le mot de la fin, Thierry, si vous étiez ministre des Finances, s'il y a une chose que vous changeriez à cette loi, qui n'est toujours pas dans le moniteur d'ailleurs, ce serait quoi ? Ça concernerait justement le statut totalement injuste des gens qui donnent. Moi, je modifierais ça en ce sens que je créerais un fait générateur de la taxe, parce que ce qui m'effraie réellement, et ce qui effraie nombre de mes clients et nombre de nos membres à l'ordre des experts comptables, c'est justement la conjonction entre le fait de dire « Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller bien, je paye rien au moment où je donne à mes enfants », mais au moment où eux revendront dans longtemps, où ce sera plus 10%, mais 30%, et où en plus de ça, à ce moment-là, on ne tiendra pas compte de la valeur au 31 décembre 2025, mais de la valeur du prix d'acquisition de mes actions, c'est une conjonction d'éléments négatifs qui a de bonnes chances de se produire et qui pourrait amener à une véritable captation de pourcentage extrêmement important du prix de vente. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui... S'il y a bien une chose qu'il faut changer dans ce projet, c'est ça. Merci à tous les deux, merci Laurence, merci Thierry. Merci Amélie. Merci aussi à l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique qui nous a permis de réaliser cette émission et avoir les deux experts autour de moi. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de C'est dans la boîte.